excellent réveil à tous. Merci d'être avec nous en ce 22 mars, journée consacrée par la planète tout entière à l'eau. Et oui, nous parlerons justement de cette journée mondiale de l'eau à travers l'exemple de notre capitale, Alger, jadis. Donc cette ville construite sur une vallée qui regorge de ruisseaux et de rivières avait aussi cet aspect justement d'abondance en termes justement hydriques. Nous allons en parler, nous allons parler aussi de l'histoire des faces d'Alger avec un invité qui viendra nous parler de ces jardins luxuriants et de cette végétation qui fait aussi rêver les artistes de tous bords. C'était l'ancien Alger et qui avait justement cette particularité d'avoir tout un chapelet d'aqueducs, un système d'eau et d'irrigation très particulier dont on parlera avec l'invité Rachid, plutôt Ahmed Hakim Labèche, auteur de plusieurs monographies consacrées à Alger justement et au patrimoine algérien. Donc aujourd'hui, dans Bonjour d'Algérie, nous reviendrons également sur cette journée célébrée hier, célébrée ou plutôt où tous les efforts ont été consentis à la sensibilisation à la trisomie 21, donc c'était le 21 mars, hier mesdames, messieurs, donc différentes institutions, différentes associations ont pris part à cette célébration, à cet effort de sensibilisation. Aujourd'hui, gros plan justement sur l'une des associations, Al-Ebtissama en l'occurrence, qui fait énormément pour les personnes en situation d'handicap. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Rachid Moutchou, qui est membre de l'association Ebtissama, mais également directeur d'un centre médico-psychopédagogique, un CMPP comme on les appelle, donc avec des spécificités, des méthodes, de la pédagogie, de la psychomotricité, etc., de l'accompagnement en tout cas pour justement une meilleure insertion sociale de cette frange de la société. On en parlera tout à l'heure avec lui. Et puis, dans cette matinale, nous retrouverons aussi nos amis de tous les de mardi et mercredi pour certains. Donc, il s'agit en l'occurrence de Siham Kednouch. Siham Kednouch, aujourd'hui, va nous raconter ou nous conter donc, des histoires qui remontent justement aux temps anciens avec vraiment un imaginaire foisonnant et des morales extraordinaires, soufis. Donc on va découvrir avec elle ce matin. Et puis Sid Ahmed Bouraïb nous donnera le meilleur de l'actualité sportive ce matin. On parlera du prochain match barrage, en l'occurrence celui des Verts, très attendu donc par les supporters de l'équipe nationale. Et puis justement en parlant des supporters de l'équipe nationale, de ceux qui essayent justement de donner de l'espoir, d'insuffler cet amour à cette équipe, il s'agit donc de Selim Halil qui sera parmi nous ce matin. Il vient justement de concocter une chanson spécialement pour notre équipe nationale. On découvrira donc cette nouveauté avec lui tout à l'heure sur ce même plateau, juste après justement un point météo, et j'imagine que vous attendez tous de savoir quel temps il fera. Bon, après le soleil d'hier, il y a déjà de la pluie qui revient du côté d'Alger, mais qu'en est-il ailleurs? Voyons ça avec Amal Haribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, merci. Ah ouais, quand je vois votre grand sourire, c'est que vous êtes contente de voir la pluie. Oui, alors là, oui. Oui. Vous ne pouvez pas savoir combien, oui. Oui, on en a besoin, on l'a toujours dit. Et puis aujourd'hui, justement, c'est la journée de l'eau, on célèbre l'eau. Comme par hasard, oui. Et c'est bien qu'il y ait de la pluie en même Inch'Allah, temps. Voilà, Inch'Allah, que ça irrigue les barrages. Continue aussi. Voilà, que ça nourrisse un peu les ruisseaux, les rivières. Oui. Mais ça ne va pas être suffisant pour ça. Oui, non oui, plus, si. Mais c'est bon. assez faible quand même. Hein? Assez faible, oui. C'est pas suffisant. Ça restera toujours insuffisant. Exactement. Donc, on essaye de voir un petit peu les cartes. Allons-y. Merci. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent nuageux sur les régions de l'ouest, le centre, également l'est du pays, accompagné de quelques pluies parfois orageuses et parfois aussi sous forme d'averses vers ces régions. Et à noter quelques flocons de neige qui intéresseront les sommets
de l'Est durant la journée. Au sud, excepté quelques voiles vers le Bécharoua, le Nord Sahara et les Oasis. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Avec toutefois des soulèvements de sable cette fois-ci vers le Nord Sahara, les Oasis, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt agréables pour la saison. Le minimum 11 degrés du côté de Djelfa, 12 Batna, 10 Tébessa, 13 vers Constantine, 16 Tizi Ouzou, 17 Annaba et également Tiaret, 19 Alger Tlemcen, 18 degrés à Oran, au sud 18 également du côté de Biskra, 22 Gardaya, 24 à Béchar, 26 Ilizi, 29 Insalah, 30 degrés à Adrar, 31 Tindouf, 33 Borj Beji Mokhtar et le maximum cette fois-ci à In avec 38 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Les vents souffleront entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest, 30 à 40 sur les côtes centre et 30 à 50 km/h sur les côtes est. Et les vents seront de secteur est à sud-est sur l'est et est à nord-est sur les côtes centre et nord-est sur les côtes ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers le nord de l'Amérique du Nord où le temps restera passagèrement nuageux à Montréal, New York, Dallas, partiellement voilé, Washington, Miami et Mexico. Des pluies prévues du côté de Vancouver, un beau soleil en Californie. Le mercure affichera 3 degrés seulement à Montréal, 15 à New York, 13 à Dallas, 19 degrés à Washington, 28 Mexico, en passant par les 31 degrés le maximum en Californie. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, C'est Amel. moi que merci. Voilà, je vous souhaite une excellente journée Merci, excellente journée. et je vous offre tout Avec de la suite suite. une petite chanson. comme Avec d'habitude. plaisir. Allez. Moi j'adore les chansons. Voilà, elle est charmante, elle est passionnée d'andalou, c'est une artiste aux multiples facettes. Il s'agit de Manal Gharbi. Ah Vous bah, connaissez? qui ne la connaît pas? Oui, elle est adorable. Oui, Manal oui. Gharbi, donc cette pharmacienne qui est complètement passionnée justement d'andalou, de chant andalou. Elle avait commencé avec la troupe El Nchirah et puis d'autres associations aussi d'andalou. Donc tout de suite, on l'écoute ensemble pour démarrer cette émission.
Et l'andalou, elle en connaît un bout. Il s'agit de Siham Kinnouch qui vient de nous rejoindre. On a apprécié ensemble cette belle chanson de Manal Gharbi. J'espère que vous avez également aimé cette première proposition de l'équipe en régie. Donc bonjour Siham. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Ça va. Début de printemps. Pourquoi pas, oui, un petit peu de pluie quand même. Un petit peu de pluie, des fleurs Ça sur va, votre ça va. foulard. Justement, Il va bientôt je voulais fleurir un peu accueillir partout. le printemps à ma manière Excellent. et raconter une belle histoire d'amour. Mhm. Bon, ça a l'air d'une histoire d'amour. D'accord. Je vais quand même vous la Ça a l'air, mais raconter. pas la chanson. Ça a l'air. Allez. D'accord, allez. Alors, généralement, quand je commence à raconter cette histoire, je dis, Qu'est-ce qu'on doit faire? j'ai un rituel. Je dis, à un temps où le meilleur ami du temps était le temps lui-même, régné sur ce vaste monde, le roi Souleyman. Alors ça, c'est Matouchzama. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un roi qui portait le nom de Souleyman. C'était un grand guerrier, un valeureux roi qui était là, qui aimait ses sujets. Ses sujets l'aimaient, il défendait son royaume, sa patrie. Il était rigoureux, certes, mais il était aussi sympathique, joyeux. Il aimait les fêtes. Et il est un jour tombé amoureux d'une excellente beauté, une femme extraordinaire qui avait une chevelure magnifique qui lui descendait jusqu'au bassin en cascade et qui était belle, qui était joyeuse, qui chantait toutes les couleurs du printemps. Et puis, vous savez, Radia, le temps passe et beaucoup de choses trépassent aussi. C'était pas un amour réciproque? C'était un amour très réciproque. Ah, quand même. Et puis 15 ans, 20 ans, 25 ans après, alors qu'ils sont tous les deux assis dans un jardin, il a remarqué que cette femme avait, mais alors, une toute petite tache à l'intérieur de son œil droit. D'accord. Donc, mais c'était une toute petite, elle était vraiment toute petite tache blanche, tel un grain de sel par exemple. Et il s'approche d'elle et lui dit, non mais viens ici toi, depuis quand tu as cette tache à l'intérieur de l'œil? Et elle le regarde et elle lui dit, depuis que tu ne m'aimes plus. Ah, ça tue. Ça, c'est une Ah bah, elle réponse n'a qui jamais tue. vu la tache. Il ne l'a jamais Oui, vue. pendant 25 ans. Pourquoi? Parce que bon, il était fou d'elle. Et quand on est fou amoureux d'une personne, on ne voit jamais les défauts. Une fois que les sentiments commencent à trépasser, que la conscience remonte, ben on voit tous les défauts après. Ah bah, j'imagine. Hein. Et ça, ce n'est que l'image, effectivement. C'est vrai qu'on commence à voir tous les défauts N'est-ce pas? comportementaux, Alors, les tics, les... Ben, en fait, ce que je viens de raconter, 90% des gens vont dire c'est une histoire d'amour pasta. Alors, je vais vous apprendre que cette histoire que je viens de raconter n'est en fait qu'un conte soufi. Ça n'a absolument rien à voir avec l'amour charnel, l'amour terrestre. C'est très divin. Alors, déjà, le conte porte le nom de la tache. Il est très célèbre et très connu dans le monde du soufisme. Celui qui l'a raconté porte le prénom de Fariduddin Lattar. Il est de Nisabur, donc du pays persan, et c'est toute une philosophie soufie, la sagesse, qui coule de ce conte-là. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Imaginez que cette dame incarne tout ce qui est beau sur terre, tout ce qui est ni'ma, tout ce qui est bien pour l'homme. Et l'homme, bon, on a voulu que ce soit un roi parce que l'être humain est un roi sur terre. L'être humain dans la spiritualité, Khalifatullahi fil ard. L'héritier de Donc Dieu c'est un sur terre, oui, représentant, tout à fait. c'est un héritier, il est là, c'est un roi, il a ce qu'on appelle l'aql ou l'esprit, donc il sait réfléchir, il est intelligent, c'est quelqu'un qui peut faire des déductions, des associations, etc. Donc il est roi par son esprit, par sa présence sur cette terre. Donc nous avons un homme ou une créature intelligente face aux désirs et aux plaisirs terrestres. Donc tant que nous sommes en plein c'est-à-dire quand nous nageons dans cette opulence, dans ce rythme du bien, tout
tout va bien Tous autour les de dons, nous. la Tout va beauté, bien, oui, c'est-à-dire qu'on ne oui. voit pas qu'il y a le côté court et le côté jardin. Hein. Absolument. Nous sommes en plein charme, en plein joie de vivre. Oui, mais il y a aussi le côté négatif. Il y a aussi le côté Les difficultés de la oui, il y a vie. des obstacles. Il y a la tristesse, il y a le malheur. Et ceci, on ne l'aperçoit que lorsqu'on se détache un petit peu de ce courant qui nous emporte. Nasset Azman, ils disent, il y a un adage qui n'est pas mal. Donc il faut aussi se rendre compte que C'est un petit tout peu n'est pas... c'est un petit peu dans l'idée de l'acceptation des dons de cette vie. C'est-à-dire accepter la vie avec ses bons Exactement. côtés et les C'est mauvais ça, aussi. c'est-à-dire avoir deux yeux, un pour le bon et un autre pour le mauvais. Alors le pauvre roi, dans cette histoire, le pauvre roi était totalement dans le bien. Ben, il ne voyait pas autre chose, il n'avait des yeux que pour cette dame. Et puis un jour, ah tiens, il y a un grain de sel dans la... il n'a jamais vu ce grain de sel. Il ne l'a absolument jamais vu. Alors ça nous rappelle que dans l'ancien temps, du côté de l'Inde, dans l'esprit hindouisme, il y a eu un roi à qui on a caché les malheurs du monde. Il ne devait pas avoir de vieux dans son palais, il ne devait pas avoir de malades dans son palais, il ne devrait pas avoir de gens avec des cheveux blancs dans son palais, il ne devait pas avoir de pauvres, il ne devait pas avoir... Et un jour, il s'est enfui. Il s'est enfui donc de son palais alors qu'il était adolescent, et il est sorti en dehors, et il a découvert la vie. Pour la première fois, à 17 ans, où il voit ce que c'est qu'un vieux, il voit ce que c'est qu'un homme qui a faim, il voit ce que c'est qu'une femme qui n'est pas bien habillée, qui n'est pas belle, qui n'est pas coiffée, qui marche pieds nus. Donc il y a ce monde, comme je le disais, côté jardin, c'est beau, c'est magnifique, mais il y a le côté court aussi. Donc dans le soufisme ou dans l'esprit de la sagesse, ben, il faut tout voir dans la vie. Et non pas vivre tel un esprit qui ne connaît que le bien, et puis, ah, paf, on découvre qu'il y a quand même des imperfections dans ce monde, oui. Exactement. Et voilà que mais fois... j'imagine que tant qu'on a la foi, tant qu'on ça. croit... Donc c'est ça. Oui. Donc en fait, la morale, c'est que la foi vous oblige à accepter tout. À voir le monde tel qu'il est. Donc c'est un petit peu une philosophie telle qu'elle, mais telle qu'il est. On peut être joyeux, mais on peut être malheureux aussi. C'est un électrocardiogramme. Vous savez, le cœur, ça va en hauteur, ça monte et ça descend, effectivement. Parce que quand c'est plat, on est mort. Oui. N'est-ce pas? Tant que ça aussi, tant que ça passe, oups, j'ai fait tomber quelqu'un. Donc, nous sommes en plein dedans. Voilà. Et ça, c'est l'esprit. Après, on va remonter. C'est bien. Mais c'est vrai mais on ne chute pas tant qu'on a cette foi, cet amour. Parce qu'on sait qu'il y a ces deux côtés du miroir. Il y a le bas et il y a le haut. Donc, s'il y a un bas, il y a toujours un haut qui s'approche après. Donc, il y a beaucoup de contes, Radia. Des contes, nous avons l'impression, quand on lit, quand on s'y approche, que ce sont des contes d'amour et que ça s'arrête là. Mais en fait, non. C'est des histoires plus profonde que cela. Tout est métaphorique et il faut lire entre les lignes. Il faut bien comprendre pourquoi Farid Din Attar, qui est un grand maître soufi, pense-t-il à un roi et à une courtisane. Oui, parce que vous avez tout de suite placé le conte dans le monde soufi, dans l'univers soufi. Exactement. Donc, moi, j'attendais le lien. Effectivement, maintenant, je le vois. Vous voyez, donc c'est très allégorique. Maintenant, si on revient chez nous, Mamathalan, on prend un texte, on prend un texte de Chabi, chanté par plusieurs maîtres, chanté par Mazahir, on va dire Sidi Ras Khalanjal, Sidi Ras Khalanjal, Adabtali, Btihro, Fia Shimlali, etc. On parle c'est-à-dire, vous, l'être cher, aux yeux magnifiques, aux yeux noirs, vous m'avez torturé avec votre beauté. Venez me voir, même si c'est en rêve. Nous avons l'impression qu'il parle à une belle femme. Non, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un texte soufi aussi qui a une forme, qui a une approche d'amour,
une approche romantique. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec l'amour charnel. Ce sont des textes soufis bien cachés. Il y en a, il y a plusieurs. Il y a même que, quand on parle de Qaïs ou Layla, il y a une étendue soufie. On dit que si Qaïs n'a pas été fou amoureux de Layla, il n'aurait jamais cru et il n'aurait jamais arrivé à ce stade de foi en Dieu. Que c'est l'amour de Layla qui l'a emmené vers l'amour de Dieu. Et il y a eu un glissement sémantique extraordinaire, une déduction de l'esprit quand on parle par exemple de Layla. Les maîtres soufis, c'est la Kaaba qu'on appelle Layla. Voilà. Parce que c'est l'amour extrême. Très bien. Voilà. Donc c'était le soufisme. C'est parti d'une tâche et on est parti très loin. Oui, on s'est approfondi dans l'âme humaine, mon Dieu, à partir d'une petite tâche. Une petite tâche, un grain de sel. Un grain de sel, quelque chose d'infime, mais vous voyez, c'est tellement profond. Et nos textes sont extraordinaires. Oui. Des histoires, des poésies, des chants. Il faut franchement savoir écouter et se baigner dedans. Vous allez découvrir un autre monde. Ah bon, c'est comme ça. Ah, moi, je ne voyais pas les choses comme ça. Oui, ben, je cherchais le lien tout à l'heure et franchement, voilà, il fallait quand même le trouver, hein, grâce à vous. Oh, bah, je voilà, Siam. Oh, mais c'est rien, vous savez, quand on est conteuse, on voit de tout, hein. On voit de tous les esprits. Mais vous voyez, si je raconte cette histoire à un enfant ou à un adolescent de 15-16 ans, il n'ira pas plus loin. Mais quand vous arrivez à dépasser la quarantaine, je pense que l'esprit va s'ouvrir un petit peu et progressivement vers un autre monde, vers d'autres explications. Donc si vous prenez le Hallaj, si vous prenez Al-Qadi Al-Ayyad, si vous prenez Jalaluddin Al-Rumi et si vous prenez par exemple les quatrains aussi de Faridun Attal, je pense que nous sommes très très loin de ce pauvre homme qui est amoureux d'une femme. Ça, on va dire que c'est terrestre. L'Attar a vécu en quel siècle? Alors l'Attar, c'est le 12e, 13e siècle. C'est un Nissabour et c'est quelqu'un qui a écrit énormément de choses, notamment la conférence des oiseaux. Donc nous avons déjà parlé de cette conférence des oiseaux qui parle de plusieurs mots. Donc c'est un petit peu la boîte de Pandore qui s'ouvre et il y a eu plusieurs mots qui en sortent et chaque mot est représenté par un oiseau. Donc le rossignol, c'est un petit peu l'orgueil. Il y a ce pan qui est un petit peu l'avarice. Chaque oiseau est représenté chaque mot est représenté par un oiseau et ils devaient tous aller retrouver le simorgue qui est l'oiseau extraordinaire, on peut l'appeler le sphinx aussi, et ce simorgue, il y avait un guide. Le guide, c'était la huppe, celle qui a guidé aussi Sulayman vers Balkis. Tout y est. C'est un monde à part. Je pense que les contes soufis éduquent, ouvrent les portes et forgent l'âme aussi. Oui, il y a un nom justement chez nous qui émerge. Abdelkader Jilani en l'occurrence, oui. Oui, énormément. Il a fait ses traces dans le Maghreb en laissant deux filles aussi spirituelles que leur père, donc Lala Seti et Lala Marnia, et Abdelkader Jilani qui est né ailleurs, très très loin de chez nous. Il a laissé beaucoup d'écoles et il a laissé une empreinte assez extraordinaire. Donc Abdelkader Jilani, on peut l'appeler aussi Boualem, Boudarbala, ou ce que vous voulez, mais bon, Fares Bagdad, tout ça c'est Abdelkader Al-Jilani. Vous savez, dans le Hadra tunisienne, il y a Fares Bagdad, ya Jailani. Donc c'est Fares Bagdad, c'est Abdelkader, il y a Boualem, notre fameuse chanson. Oui, tout à fait. C'était le maître de l'étendard. Parce que chez le soufisme, vous voyez, il y a toujours donc la lamette. Oui, tout à fait. Les étendards. La plupart du temps, ils sont verts. C'est des étendards verts. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Boukhadra, on l'appelle Boualem, on l'appelle, comme je le disais, Fès Barded, on l'appelle Boudrbella. Donc, Drbella, c'est l'étendard. C'est une étoffe, un morceau d'étoffe. S'il vous plaît. Vert marabout. Oui, tout à fait. Merci infiniment. Donc
on Oh, mais disait, je vous en prie. on disait tout au début, si hein, que vous aviez donc voilà, votre foulard est quelque part un hymne au début du printemps, hein, Oui, très c'est avec florissant. des fleurs. Hein. Et justement, on va tout de suite aller vers une explosion de couleurs, un festin de couleurs, qui est lui, voilà, propre à une artiste qu'on aime beaucoup, Jahida Wadef, que vous connaissez peut-être. Voilà, donc N'est-ce pas? Jahida Wadef, qui a justement une expression picturale qui fait d'elle l'une des artistes vraiment qui offre justement un régal à l'œil de par la richesse de ses la couleurs. gamme de couleurs qu'elle utilise. Et ben, Jahida Wadef s'est intéressée à l'arbre. Hier, on célébrait la forêt et l'arbre, c'était le 21 mars, le début du printemps. À sa façon aussi, elle rend hommage à cette source de vie qu'est l'arbre et à sa manière aussi, Sophia Chouben s'est intéressée à cette approche et elle nous dresse le portrait de cet artiste et son intérêt pour la nature dans ce reportage qui va suivre. L'arbre, dans toutes ses variantes, est adulé par de nombreux artistes pour sa beauté, sa magie et les bienfaits qu'il procure à l'homme. Cet arbre, justement, pousse, grandit et reste le témoin silencieux du temps, des siècles durant. Et c'est à ce titre que Jahida Wadef vous convie à découvrir son œuvre qui met en scène la composition chatoyante et lumineuse de la végétation. Un beau voyage dans la nature, n'est-ce pas? Ces entrelacements panoramiques de bleu, de vert, de rouge, de jaune, de parme, dans cette myriade de Célèbre l'eau à travers la planète et justement nous allons parler tout de suite de la ville d'Alger, l'ancien Alger construit sur une vallée qui regorge de ruisseaux, qui regorge de rivières souterraines et aussi de jardins luxuriants dont on parlera ce matin avec un auteur qui s'est intéressé à l'ancien Alger, en l'occurrence donc l'Abbèche Ahmed Karim qui est parmi nous ce matin. Bienvenue. Bonjour, Bienvenue, merci merci de d'être là. l'invitation. Merci. Bonjour à nos amis téléspectateurs. Bonjour à vous et merci de nous faire voyager ce matin à travers justement toutes les connaissances accumulées au fil des ans. Vous qui vous êtes consacré à la recherche, à l'investigation, vous avez essayé de découvrir l'histoire de votre ville, Alger. Oui, Alger, et en particulier, j'ai choisi de travailler sur l'ancien Fars algérois. Donc c'est cette partie de la banlieue d'Alger. En Fars algérois, en gros, c'est la banlieue d'Alger. C'est la Voilà, zone... pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas le terme, justement, Fars. Le voilà. Fars, Ça remonte à quelle période donc, ça remonte à l'époque ottomane, à l'époque justement. ottomane, voilà. C'est un système qui a été à ce moment-là adopté par les Turcs. Et ils ont divisé tout le territoire qui se trouve juste après les remparts d'Alger en Fars algérois. Donc il y avait plusieurs Outan. Parmi ces Outan, il y avait le Fars algérois qui a Oui. acquis une grande réputation. Oui. Donc c'est une division administrative qui a existé pendant l'époque ottomane. Oui. Donc si on parlait de la Casbah d'Alger, c'est la capitale. Et au-delà des remparts d'Alger, existait le Fars algérois. Il y avait en réalité plusieurs Fars. Il y avait le Fars de Bouzerria, Ce le sont de Fars grands domaines, de grands domaines, avec oui. voilà, de grands jardins, d'immenses jardins, des... Oui, le Fars algérois était réputé pour cela. Donc il y avait des jardins luxuriants, et il y avait des palais de style mauresque qui ont été construits par leurs habitants, par des familles richissimes algéroises, par des représentations consulaires. Donc
Le Fars algérois était réputé pour cela, pour ses jardins luxuriants, comme je l'ai dit. Les jardins luxuriants C'était aussi des palais d'été, des résidences d'été pour certains notables de la région d'Alger. De grandes familles aussi qui grandes possédaient. familles, comme les Tchkiken par exemple, on peut les citer. Ils avaient leur palais mauresque du côté d'El Piar. Donc il y avait aussi Djenan Rais Hamidou qui est situé juste à l'entrée d'El Piar. Donc il a été... Djenan El Malik aussi, peut-être un petit peu du côté de... Oui, tout à fait. Il y avait plusieurs jardins comme ça. On peut sortir un petit peu d'Alger, aller vers Cheraga. Il y avait Djenan El Khaznadi, le trésorier du Dey d'Alger de l'époque, qui existe encore à Cheraga. Donc il y avait comme ça dans la banlieue d'Alger plein de maisons mauresques éparpillées comme ça. Voilà, donc on disait tout à l'heure, enfin je disais tout à l'heure que Alger était construite, les fondateurs de cette capitale donc avaient justement construit la ville sur un vallon, une vallée donc et sous cette vallée donc subsistent encore des rivières souterraines. D'ailleurs, le projet du métro d'Alger avait été confronté à cette difficulté, donc tous ces ruisseaux, tous ces cours d'eau qui étaient sous Alger. Oui, justement, Alger, en particulier le Sahel algérois. Donc le Sahel algérois, c'est cette zone collinaire qui s'étend à peu près d'El Harrach jusqu'au Massafran, et elle est limitée dans la partie sud par la Métidja et dans la partie nord par la plaine du littoral. Donc cette zone collinaire, elle contient de nombreuses rivières, des cours d'eau, donc elle contient aussi des sources d'eau qui alimentent ces rivières. Les Ottomans, ils ont commencé à construire le réseau d'adduction d'eau qui ramenait l'eau vers Alger au moment où les réfugiés andalous sont arrivés, parce que avant l'arrivée des Andalous, il n'y avait à Alger que les puits et les réservoirs. Donc, avec leur connaissance, les réfugiés andalous, ils ont commencé... Dès le XVe siècle, donc on a commencé à construire tout un réseau, un système d'irrigation assez spécifique. Donc, un petit peu à l'image des anciens bâtisseurs romains. Donc il y a eu tout un chapelet d'aqueducs qui jalonnait un petit peu cette capitale. Exactement. Et parmi ces aqueducs, il y en a un qui est bien connu, c'est celui qui est situé dans la cité Charbani, juste derrière le ministère de l'Énergie. Il y a encore un pan de une portion d'aqueduc. Il est construit sur 2 étages, ce sont de grandes arches. Voilà, il y a aussi un peu partout dans la banlieue d'Alger des portions d'aqueduc comme ça qui nous viennent qui témoignent de ce système d'irrigation assez ingénieux quand même, parce que voilà, Alger, ça ramenait l'eau vers Alger. Il y avait 4 grands aqueducs. On peut citer par exemple, je vais commencer par celui du Hamma. Il y avait aussi celui de Birtraria, il y avait l'aqueduc de Ain Sebouja, il y avait 4 grands aqueducs qui ramenaient l'eau vers Alger. Alors celui du Hamma, il a été construit par l'Andalous Moussa. Le Ma'allem Moussa, c'est un réfugié andalou. C'est un maître fontainier. Il a construit cet aqueduc vers le XVIe siècle. Donc, il a ramené l'eau du Haba. Le Hama, justement, j'allais dire que c'est le diminutif de Hammamet. C'est un mot qui nous vient de l'époque andalouse. Donc, il y avait des termes dans ces lieux, parce que justement. Il y avait énormément d'eau, vous le dites. Et quand Charles Quint a envahi le pays en 1541, il a passé sa première nuit dans le hammam qui existait à cet endroit. Donc, Hamma, c'est le diminutif de Hammamet, ça nous vient de la civilisation andalouse. Donc, l'aqueduc du Hamma, il existait là où il y a l'usine à gaz juste à côté du jardin d'essai.
et il mesurait à peu près, il avait une longueur de 5 km. Il ramenait l'eau et cette eau rentrait par Bab Jdid, Bab Azoun plutôt. Voilà. Alors Bab Azoun, le vrai nom c'est Bab al-Huzn, la porte du deuil, contrairement à ce qui se dit sur Qu'est-ce qu'on certains. disait d'habitude? D'habitude, on dit Bab Azoun. On prête En ce pensant nom que c'est un nom. à un personnage. Voilà. Alors que ce n'est pas fondé. Donc, le vrai nom, c'est Bab al-Huzn, Voilà. la porte du deuil. Et il y avait aussi Bir Traria. Traria aussi, ce n'est pas le puits de la fraîcheur. Traria, ça vient du fait que les deux personnages qui ont acheté le jardin mauresque qui se trouvait à Bir Traria, c'était des janissaires qui travaillaient dans le fort de l'empereur D'accord. Bord Moulay Hassan, qui existe encore à quelques encablures d'accord, de oui. Bir Traria. Bir Traria, c'est lié au fait, je disais, que ces deux personnages, ces deux militaires, étaient issus de la ville de Trélier. Trélier qui se trouve sur le bord de Marmara, en D'accord, Turquie. d'accord. Donc Trélier, le mot a été altéré un petit peu, on dit Traria, alors que l'origine c'est Trélier, c'est lié à la Turquie. Oui. Cet aqueduc conduisait l'eau de Bir Traria et passait par Bab el-Oued. Il y a aussi l'aqueduc de Ain Zebouja, la fontaine de l'Olivier, dont la source principale se trouve dans le lycée L'émir Abdelkader à Ben Aknoun. D'accord. Donc cette conduite Donc ça d'eau, descend, ça descend. oui, et à voilà. l'arrivée. Eh ben, elle passait- on le voit à l'antenne justement, cet aqueduc, Oui. cette survivance de cette voilà, de cette œuvre architecturale Alors, ancienne. cet aqueduc ou cette conduite d'eau arrivait par Ben Aknoun, passait par les Tagarin et pénétrait à Alger, dans la Casbah, par la Porte Neuve. En passant par ce quartier El Abier. El Abier qui La ville vraiment des puits. qui veut dire ce qu'il veut dire effectivement oui. parce que c'est voilà, c'est un groupe de puits, donc c'est un ensemble de puits El Abier et c'est vrai que dans la dénomination des quartiers d'Alger, on trouve Bir Morad Raïf, Bir, voilà. Oui. Les Abier sont nombreux dans Alger. C'est Justement. dire que vraiment c'est une ville qui regorge de sources d'eau. Exactement, effectivement. Donc, El Pierre, elle a eu son nom par rapport à ça. Donc, elle comprenait un certain nombre de puits. Donc, les jardins qui existaient dans El Pierre, Ils sont toujours très beaux, d'ailleurs. On a des Oui. arbres centenaires, vraiment qui sont... un de ces jardins s'appelait justement les 7 fontaines, ou bien les 7 puits. Oui. Donc, d'où son nom d'ailleurs. Et voilà, donc Alger regorgeait comme ça de lieux qui avaient des sources. Voilà. On sent quand on vous écoute, Monsieur Labèche Ahmed Krim, que vous avez vraiment consacré énormément de temps à vos recherches concernant la ville d'Alger. Qu'est-ce qui a motivé justement toutes ces recherches? Vous qui n'êtes pas historien à la base, hein. Oui, alors j'étais un peu motivé par la curiosité. J'ai toujours aimé fouiner dans l'histoire justement pour voir ce qui s'est passé dans les quartiers. Ça a commencé par... je voulais... Alors le déclic, le premier, Le voilà. premier, c'était... je voulais raconter l'histoire de la bataille de Slaouli. D'accord. Et ouais. comme j'habitais dans la région, donc je voulais raconter l'histoire de cette bataille, comment les forces royales françaises ont pénétré dans Sidi Fredi, comment ils sont arrivés à Alger, et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce chemin, depuis Sidi Fredi jusqu'à El Biar, Alger. Donc ça a commencé comme ça, et à un certain moment, j'ai décidé par élargir le champ de mes recherches pour faire des monographies Oui. sur les villes de l'Algérois. J'ai voulu me spécialiser dans Parce ce secteur. vous avez découvert des trésors, en fait, un flux d'informations extraordinaire. Vous avez abouti
à des précisions historiques que vous insoupçonnez. Donc, c'était beaucoup, j'imagine, et vous deviez quand même consacrer à chacune des découvertes une monographie. C'est ce que... Exactement, Oui. c'est ce que j'ai fait. Donc, les découvertes que j'ai faites, c'était par rapport aux toponymes des régions. Donc, j'ai découvert les définitions véridiques, authentiques de ces villes. Comme par exemple, je peux citer Burj Riyah, dont le nom d'origine, c'est le nom d'origine de Bouzerria, l'actuel Bouzerria. On disait que c'était Bouzerria. Et en cherchant, j'ai abouti à une autre définition, comme par exemple Hama, que je viens de Oui, Hama, dire. vous venez de nous expliquer un peu. Le Harrach aussi, on pensait que c'était lié à l'existence des forêts, etc. Donc j'ai trouvé une autre définition. C'était Harrach, c'est un mot qui est contraire à tout ce qui est fin, rude. Tout ce qui est rude. En fait, c'est lié au fait que le fleuve qui traverse la ville d'Al-Harrach, c'est l'action des frottements des cailloux dans le lit de cette rivière. D'accord. Quand il y a des crues, ça a donné ce nom. Donc les habitants de la plaine ont donné ce nom par rapport aux crues. L'Oued, d'abord les L'Oued. crues et l'Oued, donc Les ils ont crues. donné ce nom à l'Oued Oui, et puis les après... crues ont été à l'origine de cette appellation. Donc c'est les cailloux, l'action des gravats au fond du lit de la rivière qui a donné ce son un peu rude qui a donné lieu à cette appellation, le Harrach. Et justement, vos recherches ont donné lieu également à cet ouvrage que j'ai entre les mains, Burj al-Qantra ou Maison carrée d'Al-Harrach, donc une monographie consacrée à ce quartier mythique d'Alger. Donc un quartier qui est très beau, qui recèle de nombreux vestiges historiques, des monuments et aussi vraiment qui a toute une histoire à raconter, bien sûr. Oui, Burj al-Qantra, c'est le premier nom, la dénomination première de la ville. Ensuite, elle a changé. Elle est devenue maison carrée pendant le colonialisme. Ensuite, Là, je vais montrer justement l'image. Oui. C'est ça le C'est vieux le pont Kantara. historique. Voilà, très bien. Le pont historique. Et le Borj, il se trouve à 500 mètres en aval. Donc, il y a le Burj al-Qantra qui existe toujours. C'est une forteresse turque. Elle est occupée actuellement par l'ANP, l'Armée nationale populaire. Donc, j'ai dit que le nom Burj al-Qantra a été changé en maison carrée pendant Oui. le colonialisme. Pourquoi maison carrée? Parce que ce Borj Je me avait suis la forme toujours posé carrée. la question. Parce Je vais que- enfin avoir une réponse. Ah ben justement parce que ce fort turc Oui, a la forme d'un grand carré. Et D'accord. chaque côté mesure 83 cm précisément. On a fait Oui. ces calculs par des moyens satellitaires, donc des D'accord. moyens de technologie très très D'accord. performants. D'accord. Et ensuite, après à l'indépendance, la ville elle a retrouvé son nom, celui d'Al-Harrach. Al-Harrach, c'est le nom du d'accord. fleuve en réalité, donc on est revenu vers la première appellation après l'indépendance. après l'indépendance. oui. D'accord. Donc Oui. mais c'est vrai que les habitants de la région continuent de dire maison carrée, etc. Par rapport donc à un fort qui a existé là-bas. Et qui existe Qui existe encore, toujours, justement. Oui. Voilà. Et c'est très bien. Donc qu'est-ce que vous racontez dans cet ouvrage? Qu'est-ce que vous nous racontez sur l'Harrach? Alors Qu'est-ce j'essaie qui peut retenir l'attention du téléspectateur aujourd'hui, par exemple? de résumer un petit peu l'histoire d'Al-Harrach, ce qu'elle était avant. Un petit patelin où il n'y avait que des bergers, Oui. que des animaux d'élevage. Et après, elle a changé. Oui. Donc les Turcs sont allés à Al-Harrach, se sont installés, ils ont construit le Burj al-Qantra. Et c'est de là qu'ils menaient leur expédition vers l'intérieur du pays pour récolter l'impôt pendant l'époque ottomane. Ensuite, c'est les Français qui sont arrivés, ils ont occupé le fort, ils l'ont appelé Maison Carrée. Je raconte aussi le pont historique qui existe à cet endroit. Il est juste à côté de la mairie de la commune, donc dans le centre-ville. Le centre-ville d'Al-Harrach est magnifique. Ah oui. Il faut le dire, hein, c'est très Ah beau. oui, elle a un très bel avenir, Ah, Harrach, mon Dieu. parce qu'elle a justement le fleuve qui passe en son centre.
Donc ça lui donne une beauté exceptionnelle déjà. Elle a le métro, elle a le train. C'est une très commune belle ville. parmi les plus belles d'Alger, effectivement. Oui, Et c'est vrai qu'avec la réhabilitation du fleuve et aussi cette opération d'assainissement qui a lieu et qui se poursuit, le fleuve va peut-être retrouver son lustre d'antan. Et c'est vrai que c'était un lieu de villégiature extraordinaire. Hein. Oui. Voilà. Oui, donc c'est vrai que des digues ont été un petit peu installées. Il était navigable, voilà, justement. Il était navigable. Oui. Il y avait des piscines, il y avait des lieux de villégiature extraordinaires. On espère qu'un jour, les habitants d'El Harrach et les habitants d'Alger puissent profiter de cette beauté. Oui. Voilà, en toute sécurité. Oui, El Harrach ne fait pas partie de l'ancien Fars algérois, elle fait partie de l'Outan de Beni Moussa. Comme je le disais tout à l'heure, il y avait 14 Outans, parmi lesquels le Fars, qui a pris une ampleur, une réputation un peu exceptionnelle par rapport aux autres Outans. Donc El Harrach, je dis qu'elle a un très bel avenir. Ce sera, à mon avis, la plus belle ville de l'Algérois. De l'Algérois. En tout cas, merci de la mettre en valeur, et autant que plusieurs quartiers de la capitale. Donc, on peut retrouver dans les bonnes librairies les ouvrages de M. Labèche Ahmed Karim, ici présent, donc notre invité d'aujourd'hui, auteur de Burj El Qantara ou Maison Carrée d'Al Harrach. Si vous êtes de ce quartier, allez-y, faites vite d'acquérir cet ouvrage. C'était quelle maison d'édition? Ça a été publié en auto-édition. Ah, c'est de l'auto-édition. Parce que justement, j'ai préparé un autre ouvrage qui regroupe toutes les monographies de l'Algérois. Il y a 25 monographies, donc quand je dis 25 monographies, ça concerne 25 communes, au moins. Donc jusqu'à présent, je suis toujours à la recherche d'une maison d'édition pour m'accompagner dans mon projet. On espère que, d'ailleurs c'est le salon du livre qui s'annonce là, j'espère que les éditeurs qui nous suivent ce matin auront eu justement cet appel et reçu cet appel de votre part et qu'ils pourront bien sûr mettre en valeur cet effort et toutes ces recherches. Merci encore une fois et bon vent pour la suite et merci de nous avoir permis de parler de cette journée de l'eau, journée mondiale de l'eau, et Alger justement est une source intarissable d'eau et de sources d'irrigation incroyables. Merci encore une fois d'être avec nous mesdames, messieurs. Hier, donc la planète avait justement uni les voix des associations et de toutes ces personnes qui sont dans l'environnement direct des personnes atteintes de trisomie 21 pour dire vraiment, pour parler d'insertion, pour parler d'intégration, pour parler aussi d'inclusion de cette frange et de bien-être de la frange de personnes handicapées atteintes de trisomie 21. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des représentants, ou plutôt un représentant de l'association Al-Ibtissama qui fait énormément de bien à cette frange de la société. Et tout de suite, avant de les recevoir, revenons un petit peu sur cette célébration hier de la journée de la trisomie 21 dans ce reportage. Yassine est atteint du syndrome de Down. Après avoir passé une partie de sa vie entre les murs de l'école Tamani, il a pu défier son handicap et le surmonter. À 36 ans, il est aujourd'hui bénévole au sein de l'école qui l'a formé dès l'âge de 5 ans. في مدرسة التماني جمعية أليف وأطلب باشا كان يكون عندنا الحق في دراسة والصحة والعمل. Un vœu formulé aussi par de nombreux parents et même par les associations activant dans ce domaine. C'est le cas pour l'association Alif qui, en dépit des moyens et conditions mis en place pour l'insertion des trisomiques dans la vie sociale, gère difficilement le volet budgétaire de son école. Nous avons abouti quand même à d'excellents résultats scolaires et nous avons abouti aussi à la formation professionnelle qui est, comme vous l'aviez vu. Ce qu'on attend maintenant de l'État, c'est qu'elle n'oublie pas cette frange de la population qui, elle aussi, elle doit avoir ses chances d'exister, telles que, par exemple, nous, en tant que mouvement associatif, on attend une aide quand même financière. Ce qui nous manque, c'est l'aide financière et un local. Nous sommes en location. Et tout ça risque de nous de venir entraver
notre existence. Malgré les embûches, cette association a pu assurer une bonne prise en charge pour les enfants et même pour les adolescents trisomiques, en leur assurant une formation et un enseignement de qualité. تعلمت نكتب ونعرف باللي ونركز في قرايتي بسلامتي وديجا انا بلوس ونقرا مليح تري بيان. J'aime les maths. Et Laura, je lis avant et ensuite je commence bien. Projet, بالعكاش. Ça fait combien, ça te prend combien de temps pour réaliser une pochette? يوم ولا 3 أيام. En 3 jours? Oui. Bravant toutes les contraintes, ces enfants ont pu prouver que la volonté est une force qui permet de réaliser l'impossible. Bon, nous, on se voit maintenant confrontés au recrutement des enfants. On les forme. Et après? Vont-ils trouver du travail? C'est un grand point d'interrogation. C'est ça notre angoisse. C'est que vont-ils faire après qu'ils soient formés? L'Algérie compte aujourd'hui plus de 7000 cas de trisomie 21, dont 5000 enfants, seulement 730 d'entre eux sont scolarisés. C'était là un reportage signé Nesrine Ben Saïdi. Et bien sûr, la trisomie 21 intéresse le monde depuis les années 2000, donc vers 2005. Les premiers colloques ont été consacrés à cet aspect, à cette pathologie donc, qui touche certes une minorité de la population mondiale, mais c'est vrai que c'est une population qui a besoin d'aide, qui a besoin d'une prise en charge spécifique. Aujourd'hui, nous parlerons de cette frange de la société grâce à l'expérience d'un centre, justement, en l'occurrence le CMPP, donc Al-Mustaqbal, dont le directeur est parmi nous. Bienvenue. Merci. Alors, on dit CMPP pour les centres médico-psycho-pédagogiques, donc qui sont vraiment en charge de cette de personnes, d'enfants en fait. Enfants atteints de maladies rares, entre autres. Maladies rares et l'autisme. L'autisme, la trisomie 21. Trisomie 21, quand on dit un trisomie 21, parce qu'il existe des polyhandicaps. Oui, voilà. Il y a des trisomies 21 qui sont accompagnés des troubles autistiques. Là, on prend en charge des maladies rares. Les maladies rares qui sont reliées à l'autisme. Oui, parce que 35% des maladies rares, elles ont des traits autistiques. Très bien. Je prends un exemple, la William Burn, la Hill François, la Sickle, Pratt-Whitney, maladie de Gaucher. Elles ont la même prise en charge comme un enfant autiste. Ils ont besoin des séances de psychologie, orthophonie, ergothérapie, psychothérapie. Alors dans notre centre, on a 3 trisomies 21, 2 garçons et une fille. Donc on appelle polyhandicapé. Voilà, c'est des polyhandicaps. Et il y a un garçon qui a 3 pathologies. C'est un trisomie 21 en même temps, avec des traits autistiques, avec une maladie rare, la cœliaque. Oui. La maladie cœliaque. D'accord. Alors pour prendre en charge des trisomies 21, c'est un peu facile plus que l'autisme. L'autisme, c'est un peu plus complexe. Voilà, c'est trop compliqué. Quand il s'agit d'un autiste, d'un trisomie 21 en même temps avec des traits autistiques. Tout simplement parce que un trisomie 21, normalement, il n'a pas de difficulté. Par exemple, la communication. Oui. Ils communiquent avec les gens. Ils ne sont pas agressifs. Les trisomies 21 ne sont pas agressifs. Ils répondent aux consignes facilement. Oui. Mais quand il s'agit avec des traits autistiques, c'est très... Là, on est justement au sein de votre institution, voilà, c'est un PP. Voilà, regardez là, cet enfant, c'est un trisomie 21, où le problème qui se pose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres de CMPP. Oui. Voilà, parce que déjà la maman, pour nous trouver, il fallait... Maintenant, le garçon, il a 12 ans. D'accord. Et cette année qu'il Il est arrivé à quel âge chez vous? Il est arrivé cette année. Ah d'accord, c'était une nouvelle arrivée. Voilà, c'était nouveau. C'est très difficile de prendre en charge un enfant pareil. Mais, Dieu merci, parce qu'on a... Vous avez une équipe pluridisciplinaire, voilà, on a une très bonne équipe. On a une psychologue, elle est spécialisée déjà, elle a travaillé déjà
5 ans avec des trisomie 21. Oui. Alors, elle connaît vraiment la trisomie 21. Et on a une autre éducatrice spécialisée. C'est pour ça on prend bien l'enfant en charge. On a une très très bonne prise en charge. D'accord. Voilà. Donc cette prise en charge commence par justement le travail sur l'aptitude de communication, peut-être au départ. Comment vous faites? Le grand problème, c'est qu'il faut créer d'abord un moyen de communication. Pour créer un moyen de communication avec un trisomie 21 accompagné de l'autisme, c'est très très difficile. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ils ont le problème de la motricité fine. Ils ont ce problème. Ils ont le problème la plupart ils sont agressifs. Alors si l'enfant est venu à l'âge de 3 ans, à 4 ans, ça va. Mais il est venu à l'âge de 11 ans. Oui. Alors vraiment, c'est très très difficile. Mais on a des spécialistes, comme on a dit, on a des spécialistes. Très bien. Voilà. L'accompagnement parental existe-t-il aussi? Est-ce que le CMPP prend en charge aussi cet aspect ou seulement il se concentre sur l'enfant? C'est normal. La première des choses qu'on fait chez nous, dans un entretien, on prend en charge les parents. Avec des séances psychologiques, 2, 3, 4, 6, on peut arriver jusqu'à 7, 8 séances. Parce que si on n'accepte pas notre enfant tel qu'il est, impossible d'arriver à un résultat. D'ailleurs, l'essentiel, c'est les parents. Il faut accepter leur enfant tel qu'il est. Oui. Il faut accepter la pathologie de leur enfant pour faciliter la prise en charge. Parce que vous allez essayer, par cet accompagnement, d'éliminer toutes les difficultés de communication, d'adaptation, d'apprentissage. Et une fois qu'elles sont levées, là, vous le poussez vers l'avant, jusqu'à lui donner la possibilité peut-être d'avoir un métier, des connaissances. Bien sûr, déjà notre association, déjà en 2014, on a créé l'association, 21 mars 2014. Hier, c'était l'anniversaire de la... Ah bah oui, j'ai oublié, hein, vous avez soufflé une bougie hier, donc joyeux anniversaire à l'association. Ça fait 8 ans d'existence, déjà c'est pas mal. 2014, c'est l'association, 2018, c'est le CMPP, Centre médico-psychopédagogique. 2022, le 31 mars 2022, c'est l'inauguration de la ferme pédagogique. Ah, ça, c'est le projet que tout le monde attend. On va inaugurer notre ferme pédagogique Moustaqbel le 31 mars, Inch'Allah, le jeudi prochain, à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme. Elle se situe où cette ferme pédagogique? À Mbenian, donc c'est en plein Alger. Toujours, c'est juste à côté. D'ailleurs, je tiens à remercier les donateurs qui ont donné ces 2 hectares pour l'association. Voilà, je les remercie. Et après, on a un autre projet, c'est le CAT, le Centre d'aide au travail. Voilà, c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure des exemples de jeunes trisomiques qui travaillaient dans l'art culinaire, un petit peu. Surtout un trisomie 21. Oui. Les trisomies 21, ils ne font pas d'études poussées, les pauvres, ils sont un petit peu limités quand même. Donc, mais quand ils acquièrent un métier, ils y vont avec cœur. S'il y a une très bonne prise en charge, il n'y a aucun problème. Oui. Arrivés au CAT, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il peut donner beaucoup. Voilà, et devenir autonome. On a des exemples un peu partout. Il y a des trisomies 21 qui sont, par exemple, en Europe. Oui. Malish, ça reste un bel exemple. Voilà, bien sûr, parce que pourquoi? Nous, ce qui manque ici en Algérie, ce qui nous manque, c'est les CMPP, les centres médico-psychopédagogiques. Pour votre information. Celui que vous dirigez est l'un des rares qui existent. Voilà, déjà un centre de maladies rares, c'est le premier sur le territoire national. Oui. Il n'y a pas de centre des maladies rares. D'accord. On n'a pas. L'autisme, oui, d'accord, mais les maladies rares, c'est le premier. D'ailleurs, pourquoi ces 3 enfants qui ont la trisomie 21, ils ont des difficultés pour trouver une place pour leurs enfants. Oui. Il y a un enfant jusqu'à 2 ans, et l'autre, il a 9 ans, et la fille, elle a 8 ans. D'accord.
Très bien. En tout cas, vous êtes, c'est vrai, à la tête de cette institution, donc le CMPP, mais vous avez une autre casquette parce que vous êtes éducateur spécialisé dans les maladies rares et l'autisme en particulier. En fait, vous n'étiez pas complètement, vous n'étiez pas du tout prédisposé pour cela, n'est-ce pas? Mais vous avez dans la famille un membre, donc votre propre fils, qui souffre d'une maladie rare et vous l'avez accompagné. Voilà, c'est Donc, Sissène. oui. Je dis bonjour à Sissène. Il a modifié le cours de votre carrière. Mais bien sûr, parce que, écoutez, madame, dans le monde entier, les plus grands centres de recherche dans les maladies rares sont par les parents. Oui, c'est tout à toujours fait. c'est un parent. Mhm. Parce que personne ne peut sentir ce qu'on sent, nous les parents, Oui, pour nos absolument. enfants. Alors, pour réussir la prise en charge, tous les gens qui sont réussis dans leur vie, c'est leurs parents. Je prends un exemple, Thomas Edison. C'est sa mère. Voilà, Thomas Edison, c'est un autiste. Oui, et c'est sa mère qui l'a sauvé. C'est sa mère qui l'a pris en charge. Toute son éducation a été justement... Voilà, Joseph Chovanec. Oui, et ça a donné un grand savant, c'est pareil. incroyable. Ouais. Oui, effectivement. Einstein, Oui, c'est pareil. C'est les parents. effectivement. D'ailleurs, c'est normal, les professionnels, il faut un professionnel. Qu'est-ce que je dis déjà? Il faut des CMPP, des CPP, des centres psychopédagogiques. Parce que quand on parle, à la plupart des parents, ils parlent de la scolarisation des enfants aux besoins spécifiques. Non, c'est faux. Oui. On ne peut pas scolariser un enfant aux besoins spécifiques, mais on doit le préparer pour la scolarisation. Voilà, très bien. Parce que, Ok, écoutez, madame, oui. quand il s'agit d'un trisomie 21, les trisomies 21, déjà, ils ont le problème de la communication. Un problème de concentration Un aussi. problème de concentration. Tout à fait. Alors, comment on peut scolariser un enfant non verbal? C'est impossible. Comment faire scolariser un enfant qui ne répond pas aux consignes? Comment scolariser un enfant qui est turbulent, hyperactif? On ne peut pas le scolariser. On doit le préparer d'abord. L'enfant, à l'âge de 3 ans, dans notre centre, on a 5 classes. Il y a la première classe, c'est la classe d'éveil numéro 1. Qu'est-ce qu'on lui apprend dans cette classe? L'autonomie. L'autonomie, les réflexes, la stabilité des réflexes. L'autonomie, c'est très très important. Comment il va aux toilettes tout seul, comment il mange tout seul, comment il s'habille tout seul. Après, on a la classe éveil numéro 2. Cette classe, l'enfant, il va apprendre quoi? La tenue de la cuillère quand il mange. C'est presque la même chose quand on tient le stylo. Il va prendre Donc des mots. Voilà. Étape par étape. Étape par étape, des transitions Voilà, qui vont lui permettre d'être plus autonome. Oui. On doit créer un moyen de communication avec chaque enfant. Parce que c'est pas pareil. Oui, même chez les enfants normaux. Quand vous avez par exemple 2 garçons et une fille, la fille, elle est bien dans ses études et tout, elle est bien éduquée. Et l'autre, beaucoup plus turbulent, j'imagine, et pourtant, qui a besoin de beaucoup plus d'attention. Voilà, et pourtant, c'est les mêmes parents. Oui. C'est le même papa, c'est la même maman. Oui, tout à fait. L'éducation t'as X, avec l'éducation t'as Y, c'est pas pareil. Moi, je tenais à souligner le fait que vous soyez éducateur spécialisé des maladies rares et de l'autisme. Et je tenais à raconter une histoire en particulier, c'est que vous avez vous-même été vers la formation, vous avez fait pas moins de 25 formations pour pouvoir aider votre fils. Et aujourd'hui, vous mettez à profit tous ces cycles de formation voilà, pour le bien-être, pour l'insertion et pour l'inclusion de ces enfants qui sont au niveau du CMPP. Et c'est vrai que vous avez réussi un exploit. Votre fils, la maladie de votre fils est exceptionnellement rare, et aussi votre fils n'était pas censé du tout s'exprimer dans la vie. La maladie de mon fils, c'est la Heller-Menstreff-François. C'est une maladie très très rare. Dans le monde, il y a moins de 200 personnes. Oui. Les 200 personnes, les 200 enfants, parce que généralement la Heller-Menstreff-François, c'est à partir dès que la naissance. Ça veut dire que c'est des enfants. Alors, tous les enfants qui ont cette maladie sont non-verbales. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas, ils ne sont pas censés du tout avoir l'accès à la parole. Oui. Le seul qui est vraiment autonome
C'est bien. Et qui a réussi à parler, c'est le vôtre. D'ailleurs, parce que c'est moi qui prépare la journée mondiale des maladies rares, chaque 28 février. La journée mondiale en 2013, il y avait un professeur belge, il est venu. Bon, il a regardé, il connaît la maladie. Il m'a dit, il a le mestre. Je lui ai dit bonjour, professeur. Il a dit bonjour. Il parle. Il était choqué. Voilà. Étonné et choqué. Donc bravo. C'est dire que l'amour des parents peut faire des miracles. Bien sûr, bien sûr. C'est très, très important. Écoutez, madame, oui. Croyez-moi que chez nous, dans notre centre, on a 65 enfants demi-pension qui viennent de 8h30 jusqu'à 16h. On a 45 enfants de séances externes. Ça veut dire plus de 100 et quelques parents. Croyez-moi qu'il y a peu de parents qui sont vraiment à côté de leurs enfants. La plupart sont un peu démissionnaires. Ils sont démissionnaires. Ben, on souhaite que, grâce à votre exemple, grâce à l'exemple de tous ceux qui s'investissent pour aider justement ces enfants qui sont un petit peu souffrants et qui ont besoin d'accompagnement, qu'ils puissent justement bénéficier de cette leçon de vie, la vôtre, celle de votre épouse et vous-même, avec cet enfant qui vous avez réalisé des miracles et vous réalisez au quotidien des miracles avec ces enfants qui ont Même besoin ma de femme, vous. elle travaille avec moi au centre. On la salue si elle nous regarde ce matin, mais en tout cas on a été et tout le ravis. personnel, là je tiens à remercier tout le personnel, c'est grâce à mon personnel vraiment qu'ils font un travail vraiment énorme. Parce que quand il s'agit, surtout les enfants autistes, oui, tout à fait. En tout cas, on a été ravis vraiment d'avoir votre témoignage ce matin à l'occasion de cette journée de sensibilisation à la trisomie 21 qui a eu lieu hier et qui continue, se poursuivra justement tout le temps à travers votre centre, le CMPP El Mustaqbal. Donc, je salue aussi l'association Ibtissama à travers vous. Ils ont qui fait un énormément pour travail, l'insertion de cette frange de la société. Merci infiniment. Justement, Ibtissama, ils ont fait tout le parcours. Ils ont commencé par l'association, après la ferme pédagogique, après le CMPP, le CPP, après le CAT. Bravo, bravo et bravo. C'est ça qu'il faut pour ces enfants, pour les enfants aux besoins spécifiques. C'est exactement ce dont ils ont besoin. En tout cas, merci infiniment. Donc, Monsieur Mouloud Mouchou, directeur du CMPP El Mustaqbal, et puis éducateur spécialisé dans les maladies rares et de l'autisme. Merci infiniment. Merci. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour cette dernière ligne droite. Nous parlerons sport essentiellement, avec notamment Sid Ahmed Bouraïev et un artiste qui va justement nous parler de l'équipe à sa façon, l'équipe nationale de football. Et c'est parti.
Et nous avons le plaisir ce matin de recevoir et d'accueillir Salim Halil sur ce plateau. Bonjour Salim Halil. Bonjour Radia, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal J. J'ai presque envie de dire plus à présenter Salim Halil. Donc, oui, on a eu des dates, puis on se connaît depuis déjà des années, puis voilà ma carrière. Voilà, mais il y a toujours parmi les téléspectateurs des personnes qui peut-être, voilà, la nouvelle génération vous découvre pour la première fois. Bien sûr. Vous êtes chanteur, vous avez à votre actif vraiment des titres qui ont marqué les esprits et la mémoire des Algériens. Qalbi Datou, entre autres. Aqli Datou, voilà, j'ai inversé. Vous avez beaucoup chanté la femme, vous avez beaucoup chanté l'Algérie à votre manière. Aujourd'hui, vous rendez hommage à une personne en particulier, mais on ne va pas tout dire. Hein. On va d'abord dire bonjour à Sid Ahmed de Bouraï. Bonjour. Ça va Sid Ahmed? Ça va et vous? Alhamdoulilah, voilà, vous partagez le plateau avec un fervent, justement, comment dire, un fan de l'équipe de foot algérienne, l'équipe nationale. Bien, alors, hein. Et oui, l'actualité, justement, tous les projecteurs sont rivés sur ces Verts qui se préparent pour un passage un peu, voilà, difficile. Bon, on va dire c'est la dernière ligne droite. Jamal Belmadi qui a publié la liste des joueurs convoqués. Alors il y a eu beaucoup de changements, hein, on va dire. Oui, l'équipe a connu quelques modifications, effectivement, dans sa structure. Notamment 2 nouveaux joueurs, hein, un arrière gauche, Al-Awafi qui joue en Tunisie, et un avant-centre, Benito, qui joue au Qatar. Il y a eu aussi des retours comme celui de l'expérimenté Gdioura, de Ghazal, de Belfodil aussi. Il y a aussi des joueurs qui ont été écartés comme Bounjah, Bounjah qui était un taulier de l'équipe. Il y a aussi Ben Rahma ou Nas. Donc vraiment de grands changements de la part de Belmadi qui compte... Très bien. Il compte bien sûr se qualifier au mondial. Inch'Allah. Oui, ben voilà, on essaye de se préparer pour ce passage décisif. On souhaite vraiment toute la chance à l'équipe. Donc on voit justement cette nouvelle composition de l'équipe nationale. On vient de la voir à l'instant. Et puis j'imagine que vous avez aussi la déclaration du sélectionneur national à ce propos, non? Bien sûr, avant chaque événement, Jamal Belmadi qui organise une conférence de presse pour justement expliquer ses choix. Et donc on va l'écouter. Avec plaisir. Favori ou la mèche favori, on veut aller au Coupe du Monde. Allah, c'est pas ces termes-là ou cette situation-là. On sait qu'on est dos au mur comme eux. C'est deux matchs coup près, 2 matchs. Puis en fait, faut pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est que c'est tellement passionnant. On est 10 équipes dans ce continent à pouvoir jouer ces matchs-là. Et il y a aussi cet aspect-là. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Il ne faut pas juste prendre Dart Fougadahrak et cette pression négative qui va t'empêcher, qui va de tout donner. Il faut prendre ça comme une chance. J'aurais aimé, moi, en tant que joueur, être dans cette situation, être avec une bonne équipe de très bons joueurs et jouer et être à 2 matchs d'une Coupe du Monde avec un finish chez moi à Tchaker. Donc, en même temps, certes, c'est beaucoup de pression. C'est énormément de pression, mais c'est aussi beaucoup de plaisir et c'est beaucoup de chance, c'est une grosse opportunité. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'ils comprennent. Donc il n'y a il y a pas trop à réfléchir à la limite. C'est moi qui réfléchis. Au moins ils doivent jouer. Donc tout donner. Et le fait de recevoir à Tchaker, c'est aussi. Imaginez-vous, je vais juste vous donner, j'ai donné ça, j'ai un peu montré ce petit film d'horreur hier un peu à mon staff. Je leur ai juste me poser une question. Des fois on est sadomaso, on aime bien se faire un peu peur comme ça, tout seul. En plus on était dans le noir. Hein. Et je leur ai dit, imaginez-vous le 29 mars devoir jouer ce match-là à Japoma. Ça fait peur, hein. Donc, avec tout ce que ça comporte et tout le truc. Donc, le fait de jouer le 29 mars à Tchaker, c'est le résultat de 3 ans de travail. On a mérité de jouer, c'est pas gagner d'avance, mais c'est beaucoup plus de chance de finir chez toi. On va aller solide là-bas, très solide, et puis de finir chez toi le travail devant ton peuple, devant ton pays, dans ton pays, sur ton terrain, sur lequel tu n'as jamais perdu depuis belle lurette. Inch'Allah que ça continuera comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mérité, ça. C'est aussi comme ça qu'il faut appréhender les choses.
Et voilà. Donc, favori, pas favori, il y a 2 matchs à jouer, pas trop calculer, juste respecter les plans de jeu et voilà, l'envie farouche, plus que cette équipe-là qui va aussi avoir évidemment l'envie farouche de passer devant eux et nous aller en Coupe du Monde, tout simplement. Voilà, nous venons d'écouter un Djemal Belmadi toujours aussi charismatique, égal à lui-même. Et justement, c'est une personnalité qui fascine particulièrement notre invité aujourd'hui. Donc, Salim Halil, vous vouez un respect profond à cet homme qui a offert du bonheur aux Algériens à travers les exploits de notre équipe, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est l'homme qui a donné de la joie au peuple algérien. Donc, de ma part, il mérite pas uniquement une chanson, mais des chansons. Je dirais même que pour moi, il reste l'un des meilleurs entraîneurs, Machif le monde arabe, Machif l'Afrique, plutôt au monde. Il a fait ses preuves. Inch'Allah, on va battre le Cameroun chez lui, pourquoi pas ici il est parmi justement le quatuor des meilleurs sélectionneurs mondiaux, n'est-ce pas, Ahmed? Exactement, et Belmadi qui a aussi dit une chose très importante. Ce match, c'est 3 ans de travail, puisqu'une Coupe du Monde se prépare les 4 ans. Hein. Exactement. Voilà. Et donc, on souhaite bonne chance en tout cas. Donc, bien sûr, bien sûr. Voilà, vous avez aussi une seconde information à nous offrir par rapport à cette équipe nationale ce matin. Oui, c'est le tournoi des moins de 17 ans qui se déroule en Algérie, le tournoi nord-africain. Et c'est l'Égypte qui s'est adjugé le titre. Le tournoi qui s'est disputé en mini-championnat. Donc l'Égypte qui est arrivé à 12 points. Donc après sa victoire face à l'Algérie lors de l'avant-dernière journée. Donc bravo à l'Égypte, et on rappelle que la dernière journée se déroulera cet après-midi, notamment notre équipe nationale qui affrontera la Tunisie. D'accord, voilà, en tout cas ce sont vraiment les pépites qui vont donner les joueurs, les futurs joueurs de l'équipe nationale A et A', qui sait, voilà, Inch'Allah, on le souhaite bon vent pour tout ça. On revient à vous, Salim Halil, donc vous avez consacré une nouvelle chanson à Djemal Belmadi. En fait, beaucoup de chanteurs se sont intéressés aux joueurs. Parce que moi, j'ai dans ma tête, c'est Belmadi qui a fait l'équipe nationale. Oui. Parce qu'avant Belmadi, on n'avait pas d'équipe nationale. Djemal Belmadi, on a maintenant une équipe nationale. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui a fait découvrir pas mal de joueurs. Oui. Il nous a donné beaucoup de joie. Il nous a donné une Coupe d'Afrique et bientôt le match barrage. Donc, pour moi, surtout qu'il était abattu. L'idée de lui faire une chanson parce que je trouve qu'il était vraiment abattu. Après les résultats de la CAN, exactement. La Coupe d'Afrique des Nations. Non, il faut que je serai là pour lui dire allez Djemal, on est tous derrière ça. Il faut dire que le peuple entier l'a soutenu. Justement, ce que j'ai écrit dans la chanson. Voilà. Mais qui a écrit? C'est vous-même? Exactement, c'est moi. Ce sont vos paroles. C'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai composé, et Farid Diamani qui a fait les arrangements. Oui, je pense qu'on peut écouter peut-être un extrait de cette chanson avant de poursuivre l'info et l'actualité sportive. Est-ce que c'est possible au niveau de la régie? Parti, c'est parti, on va écouter. يا جمال يا بن ماضي الله يعطيك الصحة طلعت على من عيشالي دخلت لنا الفرحة يا جمال يا بن ماضي الله يعطيك الصحة طلعت على من عيشالي بمحاري بين الصحراء
الله يعطيك الصحة طلعت على من انشالي ودخلت لنا الفرحة يا جمال يا بالماضي الله يعطيك الصحة طلعت على من انشالي بالمحارب الصحراء نحبك يا جمال انت وزير السعادة ما نسمحوش بك محال من الحداد الحداد نحبك يا جمال انت وزير السعادة هذا الصح والحق يلقال يا جمال يا بالماضي الله يعطيك الصحة طلعت على من انشالي ودخلت لنا الفرحة يا جمال يا بالماضي الله يعطيك الصحة. Allah يعطيك الصحة. J'imagine que ça fera le bonheur de notre sélectionneur quand il découvrira. Personnellement, qui j'ai chair de poule. Parce que كتبتها vraiment au fond de mon cœur parce que حسيت شباب عنده 40 مليون موراه puisque les responsables, puisque les joueurs, il y a une pression terrible. Alors le واحد يكون عنده pression تاع ولاده برك ما يقدرش. C'est vrai, effectivement. Alors خليه هو اللي ان شاء الله لا شانسون هذه تفرحوا لا سمحها تفرحوا ça va lui encourager encore puis voilà ان شاء الله فيها خير. Inch'Allah Khir, effectivement, on souhaite vraiment bonne chance à toute l'équipe nationale, justement, qui vraiment sera face au Cameroun la semaine prochaine. Ce vendredi. Déjà. Donc pour le match aller, le match retour, donc ce sera le 29. Le mardi, Inch'Allah. Dans une semaine. Dans une semaine, on se retrouvera sur ce même plateau pour faire le premier match, n'est-ce pas? Et puis annoncer les préparatifs du second match. Tout à fait, Sid Ahmed. Alors aujourd'hui, dans l'actualité sportive, il n'y a pas que du football, il y a aussi une annonce par rapport au volley. Exactement, l'association des anciens joueurs de volleyball de Béjaïa qui a fait une belle initiative en organisant un mini tournoi où il y avait une sélection des joueurs d'Alger, Tlemcen, Béjaïa et Constantine, donc à peu près toutes les régions du pays, donc pour regrouper ces anciens joueurs. Oui. Donc vraiment une belle initiative pour les anciens joueurs qui sont décédés de la Covid ces deux dernières années. Alors on va tout de suite découvrir un extrait de cet événement sportif. Volleyeur un jour, volleyeur toujours. Après avoir arrêté leur carrière il y a plusieurs années, ils remettent les crampons et repassent à l'action. Pour rendre hommage à ceux qui ont pratiqué ces disciplines et ne font plus partie de ce monde. On tient à rendre hommage à la mémoire de 4 défunts de notre ville. Il y a M. Bakour Mustafa, un ancien de la bravoure. Il y a M. Khouja Sassi, un ancien de la bravoure aussi. Il y a Bizek Moula, un ancien de la MBB de Bjaïa, et l'ancien président de l'ARHMO, Mohamed Bouabida, qui était président à MBB aussi. C'est une bonne initiative. Nous souhaitons que toutes les ligues, même la fédération, pour encourager ce genre d'initiative qui est pour la culture contre l'oubli. Parce qu'on a tendance à oublier les gens qui ont fait. Après moi, c'est le déluge. Moi, je suis très reconnaissant. Si lui m'a appris quelque chose, même une lettre, même un pas, même un geste, je lui reconnaissant à vie. Un tournoi regroupant 4 équipes représentant Alger, Béjaïa, Tlemcen et Constantine a été organisé. Ces derniers ont pris le meilleur sur les locaux par 2-7-0 lors de la première demi-finale, alors que Tlemcen a gagné face à l'équipe algéroise sur le même score. En finale, Constantine a remporté la mise face aux Tlemceniens, toujours par 2-7-0.
الدورة كانت في القمة. Un parcours honorable des 4 équipes. Nous sommes des anciens joueurs. On doit obéir les festivités pour honorer la balle haute. الدورة يعني جازت مليح. حنا سي بلوس دون لو كادر دونك باش نعاودوا لي زونسيان فوليور سيتي فريمون لومبيونس لا فلاترنيتي لاميتي دوره مليحه ونشجعوا هذه الدورات اللي هكا نعاودوا نلموا لي زونسيان فوليور وان شاء الله نكونوا حنا مام دونك اون بليس دو جو مالغري كو كبرنا مام الاولاد الصغار هادو يشوفوا لي زونسيان تاعهم شكون هما اللي يتفكرهم اي اون مام طون سي لوكازيون باش حنا عاودوا نتلاقاو الاحباب الاصحاب كاين بزاف اللي ما شفناهمش. Plusieurs anciens joueurs étaient présents avec le slogan « Lutter contre l'oubli ». 67, on a eu la chance et le privilège d'être en équipe nationale. On a voyagé un peu partout dans le monde à l'époque. Voilà. On a développé le volleyball parce que le volleyball était inexistant, à part le football. Voilà. J'ai une responsabilité aussi. À ce que le volleyball se développe dans notre région, à l'Est et en Algérie. Alors moi personnellement, je suis peut-être l'un des plus vieux volleyeurs d'Algérie actuellement, parce que j'ai commencé à jouer en 1952. Bon. À l'époque j'avais 13 ans, je jouais à Tlemcen. Bon. Je suis arrivé ici à Béjaïa en 1968 et je me suis retrouvé avec un groupe d'amis. Béjaïa, c'était la bravoure de Béjaïa. À la fin, les familles des défunts ont reçu des cadeaux honorifiques dans une ambiance émouvante. Je tiens à remercier l'association des anciens volleyeurs de Béjaïa, surtout Omar Bouaïch, de nous avoir invités, d'avoir invité toutes les familles des anciens volleyeurs, parce que c'est très important de perpétuer la tradition du sport. Les jeunes, il faut qu'elles c'est une activité très importante. Donc merci à l'association d'honorer nos anciens, d'honorer nos familles et je vous remercie beaucoup pour tout. C'était là un reportage signé Sid Ahmed Bouraïb. Merci Sid Ahmed. Merci Salim Hellil pour cette présence parmi nous et cet hommage au sélectionneur. Exactement. Bon, ما تخليش l'occasion de foot pour remercier encore le directeur artistique, M. Zahra Rahab, qui est en train de me préparer mon clip. Très bien, un clip consacré normalement la femme algérienne. Hein. La femme algérienne, Jazaïriya de la Marée. Exactement. C'est ça, une très belle reprise qu'on découvrira prochainement, peut-être sur ce même plateau. Inch'Allah, merci infiniment. Merci pour l'invitation. Et merci à tous ceux qui nous suivent ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.